C'est déjà bien que vous ayez envie de faire des tours. En fait, il y a combien de temps que vous existez? En fait, moi je fais ça depuis simplement 2 mois, même pas. C'était sa mère qui fait avant. Bonsoir Robert, enchanté Bonsoir. d'être ici présent. Donc voici donc une série de tableaux et donc, en particulier celle-ci qui est tenue de soirée, je trouve assez une peinture assez comment on pourrait dire, très intense dans les couleurs. Est-ce que c'est une série que tu as faite à un moment donné, certains moments donnés où tu as eu le désir de te express yourself dans les couleurs un peu obscures? Est-ce que ça représente pour toi un temps dans ta vie où tu étais plus ou moins en concurrence avec toi-même? Comment on pourrait... Non, on ne peut pas appeler ça une concurrence. Non. J'appellerais ça plutôt un miroir, vu que je vis avec une femme et quand je la regarde, elle me projette aussi ce que je suis moi. Donc, c'est un thème déjà que j'aime bien, peindre des femmes. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre de la lumière dans les tableaux, mettre de la transparence. Donc, tenue de soirée, c'est simplement un voile qu'elle a sur le corps. On distingue un peu ses hanches, son épaule. Et c'est une façon de se faire désirer pour l'homme que je suis. Très bien. Et en ce qui concerne les nus, il y a un côté expressif qui me rappelle un peu le Modigliani. Bien sûr, il n'y a pas cet allongement au niveau du cou, mais le visage assez expressif, ou un peu le regard dans le vide. Ouais. Il y a une lèvre qui est pulpeuse, rouge, un peu rouge sang aussi. Pour moi, elle m'inspire le désir, plus que l'envie de mordre. Ce n'est pas quelqu'un d'agressif que je souhaite montrer. D'accord. Donc il y a cet effet de volume Arrondi. et d'arrondi aussi qui m'intéresse, de lumière dans la main, de lumière dans le genou. Tout ça, je le réalise avec des pinceaux, avec mes doigts, avec des chiffons. La technique donc est dite de tempera. Tempera, c'est d'un mot latin qui veut dire mélange, mélanger les couleurs. Et moi je mélange les couleurs, mais je mélange aussi surtout les produits. C'est-à-dire que j'utilise pas que de la peinture à l'huile, j'utilise de l'eau, j'utilise des pigments, j'utilise tout ce qui me passe entre les doigts. Et l'essence térébenthine, y a-t-il un liquide pour ajouter Oui, pour cette dissolution, oui. Oui. J'utilise pas mal d'essence ou d'huile de lin. J'utilise même des matériaux que les femmes de ménage, il n'y a que toutes bonnes cuisinières françaises utilisent, c'est-à-dire que j'incorpore des œufs qui me permettent de durcir certains produits et de les fixer aussi. De mettre en relief, peut-être aussi. Oui, le relief, on l'aperçoit pas trop sur celle-ci, on les voit plus sur la série des poissons. Donc ça, c'est une série que tu as faite L'an dernier. L'année dernière. Voilà. D'accord. J'en ai fait à peu près une trentaine. Et tout ça dans ton petit village? Ici, j'en ai sélectionné 6, dans mon petit village du nord de l'Ardèche, Qui s'appelle Annonay, Annonay. qui est reconnu en France comme étant la première ville qui a vu la naissance d'une montgolfière, et de Marc Seguin, celui qui a inventé la locomotive à vapeur.
Très intéressant. Et donc je vis actuellement dans une ancienne usine où les établissements Canson fabriquaient du papier. Ces mêmes établissements existent toujours, mais ils se sont regroupés sur un lieu plus vaste. Moi, j'ai pu récupérer leur entrepôt et m'y installer confortablement un atelier de 200 mètres carrés. Ça me permet, lorsque je démarre une peinture, d'en démarrer déjà plusieurs à la fois. C'est-à-dire, comme on voit ce soir, une série. Les laisser reposer, les laisser travailler un peu. Parce que le papier demande des temps de repos pour revenir travailler dessus. Temps de séchage. Très important. Oui, c'est de l'ordre d'un jour ou deux. Et tu laisses... Comment tu t'organises donc quand tu travailles en même temps, tu commences plusieurs peintures et est-ce que tu as déjà l'idée en fait, est-ce que tu commences au crayon ou bien déjà dans ta tête tu connais ton produit fini, tu sais quels sont les... Non, je ne connais pas du tout le produit fini. En avançant, tu détermines. Je démarre au crayon papier sur une petite feuille. Oui. À mesure du possible, j'essaye de noter des couleurs qui s'accordent pour avoir quelque chose d'homogène, quelque chose aussi d'intense. Et puis, au fur et à mesure que je travaille, quand je passe au grand format, sur la toile ou sur le papier, le travail se modifie et j'utilise aussi l'accident. C'est-à-dire la couleur qui se met à dégouliner et que je rattrape vite avec un morceau de papier, qui peut me tomber sous la main. J'utilise cet accident pour aller un peu plus loin que la première étude que j'ai pu faire. D'accord. Et je m'aperçois souvent que la première étude que j'ai faite ne correspond pas du tout au produit fini. C'est ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça me permet d'obtenir tout au long de mon travail, de découvrir des choses nouvelles. Tu étais quelqu'un qui était très proche de ce côté artistique en étant jeune, ou bien c'est quelque chose qui t'est venu comme ça, d'avoir décidé, ou es-tu influencé par des artistes contemporains, ou bien j'aurais pu rencontrer? Oui. Non, je crois que ça démarre, enfin chez tout le monde, je pense que ça démarre relativement jeune, vers l'âge de 12 ans. C'est avoir le plaisir de griffonner du papier, mettre des couleurs. Et puis après, donc, pas des études sérieuses, mais des études parce qu'il fallait bien en faire. J'ai continué sur une école des Beaux-Arts à Saint-Étienne, donc. D'accord. Et puis... à partir de là, tu étais toi-même. À partir de là, non, on se cherche toujours. Et puis je pense que moi, je vais me chercher toute ma vie. J'aime pas bien qu'on utilise le thème d'artiste, parce qu'on est artiste, à mon avis, soit le jour de sa mort, ou soit un peu avant. Je préfère utiliser un terme comme peintre, c'est-à-dire que je cherche des choses, avec des crayons, avec de la couleur, Donc, en parlant de ces peintures, ces visages, ce côté un peu, pastel, ces couleurs me rappellent un peu le côté éganchilé, le côté clair comme ça, et à dessiner des nus. Et toi, tu les représentes sur des visages, un côté expressif, regard un peu exorbitant, et ces rondeurs qui justement limitent le corps. Le corps. Oui, le corps est atrophié souvent dans la plupart du temps, pour laisser place uniquement à la tête. La tête qui me sert de moyen de communication, donc les yeux qui expriment le regard, la bouche, la parole, et ainsi de suite. Et ces hommes-là ont un regard expressif, on ne sait pas forcément d'où ils viennent, où ils vont, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. On peut imaginer plusieurs choses, ça je le laisse à l'appréciation du public. Bon, ça c'est une série que tu as faite toujours dans la même année, en 1993.
Oui, parce que l'année je dernière. peins régulièrement tous les jours, donc j'ai une production relativement intensive, à peu près 300 toiles par an. C'est déjà important. Donc tu as déjà des vernissages en France, tu as déjà des peintures qui sont implantées sur quelle ville? Oui, dans des galeries, donc Galeries. sur Lyon. J'ai régulièrement des expositions. Et sur Paris, j'essaie d'y aller tous les 2 ans, tous les 3 ans. J'essaie de participer à des manifestations de groupe. Au mois de juin, je suis à Bruxelles. J'ai été invité par le bourgmestre de la ville sur un thème qui s'appelle Parcours d'artiste. Et puis à la fin de l'année, là, je pense pouvoir aller à MAC 2000, c'est le marché d'art contemporain de Paris, qui ces derniers temps se tenait au Grand Palais, mais comme actuellement il est en rénovation, vu que la verrière a failli. Il est sur papier canson. Oui. Et tu travailles donc, en fait, l'usine Canson est juste à côté, à tes pieds de ton petit village, c'est cela? Pas très loin, oui. 5-6 km. Donc cette série est pour toi une série qui est... comment tu décrirais cette série? Comment tu Elle est importante dans ma vie parce ça a été le démarrage de beaucoup de choses, d'un style personnel, d'un travail aussi à la spatule, mais c'est la spatule de carrossier, les gens qui réparent les voitures. Ça m'a permis de faire un travail très lisse, de travailler sur les glacis, des choses... Alors, je commençais souvent à tremper mon doigt dans la peinture, à faire des cercles, et puis je finissais donc avec ces fameuses spatules de carrossier pour avoir des effets de peinture assez léchés, et puis obtenir des couleurs nouvelles, des couleurs derrière les couleurs. Ouais. Et de l'épaisseur aussi. Et de l'épaisseur. Ouais. Non, celle-ci me semble quand même le reflet de toutes ces peintures en très très raffiné. Oui, une série qui date de la fin de l'année 93, début 94. Ce sont des petites rivières qui sont non loin de chez moi, qui se jettent dans le Rhône et qui sont poissonneuses, qui sont faites de gros rochers, galets, comme ça. Et selon l'époque de l'année, soit elles sont en crue, soit elles sont sèches. C'est des petites rivières où le tourisme aime bien venir tremper ses pieds l'été. Parce que l'eau est très claire. Il y a un mouvement d'eau, la chute d'eau là par exemple. Et trouver de l'épaisseur dans l'eau. Montrer ça. Montrer qu'il y avait qu'il y avait 30 ou 40 cm d'eau. Montrer aussi les reflets des galets qui, selon l'angle où on se situe, à l'extérieur, ils prennent telle ou telle forme. Ils peuvent prendre la forme d'un personnage, la forme d'une tête. Mais bon, je reste quand même très figuratif là, dans mon expression. C'est aussi une façon de ne pas trop dérouter les personnages, les spectateurs. Et sur papier tempera. Voilà, c'est un papier qui a été marouflé donc sur une toile. C'est-à-dire collé. Donc, pour conclure ce vernissage, la femme avant tout qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de la femme et l'avenir de l'homme, comme tu disais, c'est bien. C'est pas un terme qui est de moi, c'est une phrase qui est de donc Aragon, comme on le disait, qui a été chantée par Jean Ferrat. Jean Ferrat qui habite non loin de chez moi, en Ardèche aussi. Donc cette femme est assise, elle se pose des questions sur son avenir, sur ce qu'elle est, sur le temps qui passe. Ce qui m'a intéressé là, c'est la transparence du sol,
C'est cette femme qui est intégrée à son décor aussi, donc qui vit son époque et qui laisse passer le temps et qui est en réflexion quoi, sur elle-même. je me rappelle même plus comment j'ai appelé ce truc. La stratégie de la rupture. Stratégie de la rupture. Stratégie de la rupture, pour moi, ça veut dire que c'est le fait de passer d'un côté à un autre, de se poser des questions sur ce qu'on est, sur ce qu'on doit être, et rompre avec ce qui ne va pas. Donc élaborer des stratégies. Être peintre aujourd'hui, en 1994, habiter en France, vivre à la campagne, comment fais-tu justement pour assouvir à tes besoins? Est-il possible pour toi de vivre de ta peinture? Comment organises-tu ton travail? As-tu un autre, comment on dirait ici, job pour pouvoir... Oui, j'ai même plusieurs jobs. J'en ai 3, enfin si on peut dire 3. Oui. Parce qu'être peintre et en vivre, il faut être célèbre. Je commence à être un peu connu, mais c'est pas le cas. Donc il faut avoir plusieurs jobs. Ça permet aussi avoir plusieurs jobs, ça permet d'avoir des idées nouvelles pour sa peinture aussi, puisqu'on voit évoluer des gens différents, on passe d'un milieu à un autre, et tout ça, on peut le remettre à l'intérieur de ses toiles. Que si je faisais exclusivement de la peinture, je pense que je m'appauvrirais intellectuellement. Donc avoir plusieurs jobs, pour moi, c'est vendre surtout des dessins dans des agences publicitaires en France, qui servent à éditer des plaquettes divers. C'est aussi enseigner la peinture et le dessin à des élèves qui passent le baccalauréat. Voilà. C'est être occupé 7 jours sur 7. Ouais. Et as-tu vendu beaucoup de tes peintures en France? Comment est-ce que c'est la crise vraiment pour un artiste de vendre ses peintures, pour un peintre? Y a-t-il des acheteurs? Il y a des hauts et des bas, oui. Il y a plusieurs possibilités déjà qui s'offrent à un artiste pour vendre son travail. Il y a les salles des ventes, donc des commissaires-priseurs qui vous passent vos tableaux en vente publique, qui organisent ces ventes-là. Le problème de ce genre de vente, c'est que vous ne maîtrisez pas du tout le prix de votre tableau. C'est le commissaire donc, qui le fixe au départ et puis qui le fixe à l'arrivée avec son coup de marteau. Il y a les galeries, mais les galeries françaises, il faut laisser un pourcentage énorme. Comme ça va de 50 à 80% maintenant. Ah oui, en effet. Souvent, on trouve aussi dans les galeries des gens prêts à vous acheter l'ensemble de votre travail, mais à des prix dérisoires. Et puis, il y a les petits collectionneurs, donc enfin petits et grands parce que grands par le sentiment, parce que les collectionneurs, c'est ceux qui ont aidé depuis des années à ce que l'artiste puisse vivre de son travail. Donc il faut aller à sa recherche et le solliciter. Il y a les entreprises aussi qui sont dynamiques, et les entreprises qui construisent de plus en plus des établissements importants, grands, et ont besoin des toiles de peintre pour agrémenter leur lieu. C'est une bonne filière. Donc vous êtes assez ouvert pour... Il faut se tenir au courant de tout ce qui se passe, oui, et être opportuniste. Bien. Sur ce, je vous remercie d'être venu. C'était Robert Bourrasso, spécialement pour nous ce soir. Il vit en France et actuellement, vous pouvez savourer ses peintures. 1345 Bush Street, à l'Alliance française. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très heureux d'être à San Francisco.